Amis téléspectateurs d'Imet News TV, bonjour. Nous recevons aujourd'hui pour vous le professeur Franklin Nyamsi, l'un des intellectuels les plus en vue et prolixes sur la toile sur les questions africaines. Aujourd'hui, originaire du Cameroun, très présent dans les crises ivoiriennes, burkinabé. Professeur, bonjour. Bonjour, cher monsieur, et bonjour aux téléspectateurs de votre chaîne qui est de plus en plus connue. Comme je le disais, vous êtes originaire du Cameroun, citoyen ivoirien, si je ne m'abuse. Mais aujourd'hui, beaucoup de Camerounais disent que vous n'êtes pas crédible en tant qu'opposant au régime de Paul Biya au Cameroun, puisque aujourd'hui vous êtes quasiment le turiféraire d'un ancien chef d'une rébellion en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je dis que ceux qui émettent ce jugement exercent leur liberté d'expression et je suis par formation, par naturelle philosophie, prédisposé à accepter la critique. Quand on analyse ce point de vue, voici ce qu'on découvre. La rébellion ivoirienne était un acte de légitime défense contre un régime qui ostracisait une partie importante de sa propre population. C'était un acte imprescriptible, autant au regard du droit international que de la morale ordinaire des relations humaines. Le régime camerounais, dont je suis un critique, sur lequel j'ai moi-même écrit de nombreux articles et de nombreux essais, souffre, de mon point de vue, d'une illégitimité démocratique de très longue durée. L'un des ouvrages que j'ai écrit, d'ailleurs avant d'écrire sur la Côte d'Ivoire, c'est Critique de la tragédie camerounaise, où j'explique pourquoi. Précisément, j'estime qu'au Cameroun aujourd'hui, il n'y a pas encore un véritable consensus démocratique sur les conditions d'égalité entre les citoyens. Mais vous qui parlez en Côte d'Ivoire, je suis parfaitement convaincu que le combat de Guillaume Soro a contribué à rétablir l'équilibre de la dignité. Donc pour vous aujourd'hui, la rébellion est un acte démocratique. C'est comme ça que vous expliquez les choses justement. Toutes les rébellions ne sont pas des actes démocratiques. Et toutes les rébellions, exceptionnellement, est un acte démocratique. La rébellion en tant que telle n'est pas un acte démocratique. Mais la plupart des démocraties, si vous regardez l'histoire longue, sont nées à un moment donné d'abord d'épisodes révolutionnaires. La démocratie française, dont vous et moi bénéficiez, puisque votre studio est situé en France, est née de la Révolution française. La démocratie américaine que vous connaissez tous aujourd'hui est née de la Révolution américaine. Toutes les démocraties à travers l'histoire, malheureusement, naissent d'épisodes de confrontation entre les forces conservatrices de l'ordre ancien et les forces modernisantes. La Côte d'Ivoire a malheureusement eu à connaître son épisode révolutionnaire. Mais de grâce, vous n'allez pas nous faire croire qu'une rébellion armée est une révolution populaire. Déjà, je ne connais pas de rébellion qui ne soit pas armée. Et d'autre part, je ne connais pas de pays du monde qui n'ait été transformé au fait par ce que j'appelle les minorités conscientes. Il n'y a jamais eu, à travers le monde, un pays qui a été politiquement changé par la totalité de sa population. Aujourd'hui, vous serez prêt à conduire une rébellion au Cameroun? Je ne pense pas que les expériences... vous encourager celle en Côte d'Ivoire je ne pense pas que les expériences révolutionnaires doivent se transposer de manière systématique. Est-ce que pour vous, elles sont salutaires? Certaines le sont et d'autres pas. Donc vous ne souhaitez pas une rébellion au Cameroun? Écoutez, sur cette question fondamentale, ceux qui font la rébellion ne le disent pas, ils la font. Et ceux qui disent qu'ils vont la faire ne le font pas. Parlons de révolution populaire. Tout récemment, lors de la révolution burkinabé, vous êtes fondu d'un papier dans lequel vous avez ouvertement critiqué le renversement du président Blaise Compaoré. Vous qui aujourd'hui soutenez les révolutions populaires, vous avez pendant que toute est démocratie moderne, on salue cet acte, vous, Franklin Nyamsi, vous venez de me prêter un concept que je n'ai pas utilisé. Je n'ai pas utilisé le concept de révolution populaire. J'ai parlé de révolution citoyenne à tout le moins, ou de résistance légitime contre un régime qui ostracise tout ou partie de sa population. Je n'ai pas le sentiment qu'au Burkina Faso, où l'opposition reconnaissait parfaitement la légitimité et la légalité du pouvoir du président Blaise Compaoré, et où le différend portait sur le droit ou non de requérir le vote
des citoyens sur la modification ou la non-modification de la Constitution, je n'ai pas le sentiment qu'on avait là une situation typique de l'ostracisme des dictatures qui s'engagent à éliminer tout parti de la population pour s'imposer au pouvoir. D'ailleurs, j'observe que le président Compaoré a fait preuve de grandeur. Lorsque, en réalité, le coup d'État qui a été organisé par lui et qui a été couvert par ce qu'on peut appeler une insurrection civile, organisée entre autres par, comme vous le savez désormais, le Balai citoyen et un certain nombre d'autres associations, mais aussi une partie de son armée, quand le président Compaoré a été confronté à une situation dans laquelle on lui demandait de donner la mort à une partie non négligeable de son peuple, et de donner la mort de manière massive et incontrôlée, il a pris la responsabilité de donner au Burkina la chance de poursuivre autrement son aventure sans lui. Je crois qu'il faut d'abord saluer la hauteur de vue de cet homme politique qui a compris que dans la situation qui lui était donnée le 30-31 octobre 2014, il valait mieux préserver son peuple et non pas son pouvoir. Maintenant, je dis que la situation burkinabé n'avait rien à voir avec la situation ivoirienne en 2000, 2001, 2002, et qu'elle n'est pas du tout comparable avec la situation camerounaise où, depuis 1960, le régime politique au pouvoir souffre systématiquement d'un vice de légitimité. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que Blaise Compaoré était le parrain de Soro Guillaume que vous le défendez forcément mordicus? Non, c'est parce que je pense que le président Compaoré fait partie des chefs d'État qui ont fait évoluer leur pays. J'ai connu le Burkina Faso des années 90, donc à la fin des années 80, et je connais le Burkina Faso des années 2000. La présidence Compaoré à la tête du Burkina Faso a fait évoluer ce pays sur le plan social, économique, politique, et même le président Compaoré a doté le Burkina Faso d'une influence géopolitique. Car vous autres, et nous autres, Ivoiriens d'adoption ou de naissance, savons très bien le rôle positif que le Burkina Faso a joué dans la sortie de crise de la Côte d'Ivoire. L'accord de paix qui régit la démocratie ivoirienne actuelle, c'est l'accord de paix de Ouagadougou. Si le président Compaoré n'avait pas fait preuve de cet effort d'apporter à son pays et à sa sous-région le meilleur de lui-même, je crois que nous aurions une sous-région beaucoup plus instable que celle que nous avons. Mais il aurait aussi appartenu, il aurait du moins soutenu aussi la rébellion. Je pense que les relations entre le régime du président Compaoré et la rébellion ivoirienne étaient inévitables en raison de la très forte diaspora que le Burkina Faso a en Côte d'Ivoire et du fait que le pouvoir Gbagbo avait choisi de stigmatiser non seulement les Ivoiriens qui avaient des liens avec la diaspora burkinabé de Côte d'Ivoire, mais de stigmatiser le Burkinabé en tant que tel. Je crois que la Côte d'Ivoire est l'un des premiers pays où le nom d'une ethnie a été transformé en insulte. Il fut un temps en Côte d'Ivoire, sous la Côte d'Ivoire de M. Gbagbo, où Mossi était une insulte. D'ailleurs, certains continuent ainsi de nommer d'une manière irrespectueuse l'actuel président de la République, ce qui est une honte par ailleurs quand on revendique le panafricanisme. Mais revenons, beaucoup disent que votre soutien à Soro Guillaume est lié au fait qu'en 1995, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, il vous a accordé le gîte, le couvert. Ce n'est pas un soutien alimentaire. Alors, je pense que le président Guillaume Soro est quelqu'un qui a démontré par son engagement syndical, par son engagement politico-militaire, maintenant par son engagement parlementaire, avant cela aussi par son engagement de ministre et de Premier ministre, il a montré que les valeurs pour lesquelles on se bat en politique ne sont pas monnayables. Si Guillaume Soro était un homme achetable, cela se saurait en Côte d'Ivoire. Et si les amis de Guillaume Soro, dont je pense être, étaient des gens achetables, cela se saurait. La carrière politique du président Soro a été bâtie dès le moment de sa magistrature syndicale sur l'idée que la dignité d'un homme n'a pas de prix. Si la dignité de Guillaume Soro avait un prix, il aurait été acheté par le régime Bédié, il aurait été acheté par le régime Gueye, il aurait été acheté par le régime Gbagbo, qui en avait tous les moyens. S'il n'a pas accepté d'être acheté, c'est sans doute parce qu'il ne se promène pas avec des hommes qu'on achète. Aujourd'hui, vous qui défendez Mordicus, la rébellion qui l'a justifié même d'ailleurs, il a reconnu les exactions que la rébellion a commis lors de ses débuts en 2002, en septembre 2002 et après, surtout l'assassinat d'une soixantaine de gendarmes à Boaké. Aujourd'hui, si la CPI décide de poursuivre Soro Guillaume,
certains chefs de la rébellion, allez-vous l'encourager à aller s'expliquer devant la Cour pénale internationale? Les faits que vous invoquez souffrent d'un vice d'interprétation. C'est-à-dire que je ne considère pas que il n'y a pas eu la rébellion ivoirienne. Gendarmes ont été assassinés à Bouaké. Les choses ne se sont pas passées de cette façon. Vous devriez évoquer des faits de guerre dans lesquels deux armées s'affrontent et dans laquelle, en raison justement de ce devoir de légitime défense et de résistance, celle qui l'emporte sur le terrain, évidemment, impose le nouveau rapport de force. L'exécution je crois que l'exécution des gendarmes de Bouaké est un mythe fabriqué par les officines du Front populaire ivoirien. Ah bon? C'est ce que je vous confirme sur votre plateau. Ok, et les différentes actions qui sont commises dans les régions, dans les zones contrôlées par la rébellion? Je ne pense pas, en 2015, qu'il soit à l'ordre du jour. Non, je ne pense pas en 2015 qu'il soit à l'ordre du jour de procéder au décompte. Le commandant Fouquier est lui-même poursuivi par l'ONU. Mais ce n'est pas les actions qu'il a commises à Congo. Mais alors, et qu'est-ce que l'ONU en a conclu? Nous, on a conclu qu'il est poursuivi. Bon alors, donc laissons la justice internationale faire son travail. Event News TV ne peut pas organiser un tribunal pénal international. Nous, on ne veut pas un tribunal, nous demandons à vouloir participer à l'émergence de la vérité. Je pense d'abord que ce que vous appelez l'affaire des gendarmes de Bouaké a fait l'objet d'un montage mystificateur, mensonger et mythologique de l'ancien régime de la refondation. Je pense que progressivement, les faits étant restitués par l'histoire et les archives et le droit, vous en serez désintoxiqués, comme beaucoup de ceux qui nous écoutent. Je pense qu'il n'y a pas de rébellion armée parfaite au monde. De Gaulle, pour libérer la France, pays dans lequel nous sommes, et qui est aussi mon deuxième pays adoptif, a dû affronter les soldats de Pétain, il a dû affronter les nazis. Et je peux vous dire que c'était quand même pas, vous le savez, c'était pas une partie de cœur. Donc, on n'encourage pas. Vous encouragez donc Soro Guillaume à aller s'expliquer pour l'émergence de la vérité. Il n'a pas à s'expliquer pour la simple raison. Il n'a pas à s'expliquer pour la simple raison qu'il n'est pas accusé. Il ne faut pas confondre. Dernièrement, il y a la procureure de la CPI qui a annoncé qu'au mois de juin, il y aurait des poursuites contre les responsables de la rébellion. Je viens de me rendre compte que vous ne citez pas exactement la procureure de la CPI. La procureure de la CPI a constamment dit, et elle le répète tout le temps, qu'il n'y aura pas de faveur en Côte d'Ivoire comme ailleurs pour des coupables. Cela n'entraîne pas nécessairement par là que parmi les coupables, on doit désigner Guillaume Soro. Pourquoi voulez-vous que tous les Ivoiriens se retrouvent à la haie? Non, pas tous les Ivoiriens, tous ceux qui ont participé à... Guillaume Soro, depuis 2000, il n'est pas responsable. Guillaume Soro est responsable d'une rébellion. Il n'est pas responsable de la crise post-électorale ivoirienne. Laurent Gbagbo est à la haie en tant que responsable de la crise post-électorale ivoirienne, pas pour des faits précédant la période de la crise post-électorale ivoirienne. Guillaume Soro est absous. Il n'est pas absous, il faut le considérer comme quelqu'un qui a participé à l'émergence de la démocratie ivoirienne. Merci. Vous êtes le premier Africain, intellectuel africain, qui aujourd'hui soutient absous des acteurs d'une rébellion qui a commis des crimes et des exactions. Toutes les rébellions ne se valent pas. La rébellion ivoirienne était un acte de résistance éthique, morale, et nous devons à cette rébellion la naissance d'une démocratie en Côte d'Ivoire. Ok. Beaucoup de personnes disent, il y a une polémique sur votre qualité de professeur agrégé. C'est quoi cette histoire? Dites-nous, éclaircissez-nous exactement, définitivement sur cette question. Il y a beaucoup de personnes qui disent que vous n'êtes pas professeur. Pour ma propre gouverne, ceux qui doutent que je sois professeur peuvent s'adresser à l'Académie de Rouen, où je suis professeur. Ils peuvent s'adresser à l'Université de Rouen, au département de philosophie, où je suis professeur. Ils peuvent s'adresser à 3 générations d'élèves ivoiriens que j'ai formés, parce que je suis quand même un ancien résident de Côte d'Ivoire, et ils peuvent se référer au bon sens. Je crois que ça fait partie des polémiques de bas étage auxquelles personnellement je n'ai jamais répondu, et Event News TV est une chaîne qui s'efforce de s'intéresser, à mon avis, à des questions de bien meilleure importance. Vous ne voyez pas, vous étalant mes diplômes, donc tout ce qui peut se savoir sur moi est disponible sur les sites publics. Donc vous cherchez Université de Rouen, département de philosophie, vous avez Internet, vous pouvez y aller tout de suite. On le fera plus tard. Ah ben vous pouvez le faire tout de suite après l'émission. Voilà. Je suis d'ailleurs le premier philosophe
africain à introduire l'enseignement de l'histoire de la philosophie africaine dans une université française. Ça aussi, vous pouvez le voir. Ok, et donc, professeur Nancy, aujourd'hui, vu votre position, vu votre détermination, je dirais pratiquement le fait de soutenir aujourd'hui Solo Guillaume, leader politique. Mais j'espère que vous avez une obsession. Je n'ai pas une obsession, aujourd'hui on vous réduit à cela. Ah, on me réduit. Oui. Je crois que tous ceux qui sont réducteurs ne pensent pas assez. Mais justement, on vous réduit à cela, à votre soutien à Solo Guillaume. Est-ce que vous pensez que c'est le rôle des intellectuels africains? Moi, je défends le processus démocratique partout où il émerge en Afrique. Et je on me sent parfaitement. Interroger les politiques camerounais, ils savent ce que je pense. Tapez sur votre tablette, je vois que vous êtes connecté sur Internet, Critique la tragédie camerounaise, c'est un livre plus épais que tout ce que j'ai écrit sur la Côte d'Ivoire. Mais en tant qu'acteur au Cameroun, l'action politique ne se mesure pas à ce qu'on dit, mais à ce qu'on fait. Vous avez fait quoi au Cameroun? Je ne pense pas que ce plateau soit le lieu idéal pour le dire. Mais pourtant, vous avez beaucoup fait en Côte d'Ivoire. Parce qu'au Cameroun, je suis opposant politique. Et que le régime camerounais n'est pas un régime démocratique. En Côte d'Ivoire, vous êtes très actif, par contre. En Côte d'Ivoire, comme au Cameroun, je participe à l'éclaircissement du débat sur les idées démocratiques. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour que vous fondiez d'un papier sur Bani? Je ne me suis pas fendu. Je suis quelqu'un qui suit de très près l'actualité des grands pays francophones africains. Vous êtes très vindicatif à l'endroit des opposants ou bien des... Pourriez-vous me donner une phrase, par exemple, qui illustrerait cette tendance? Vous êtes fondu sur Martial Ahipo, vous avez parlé de ses diplômes douteux. Ah, Martial Ahipo. Oui. Non, je me suis contenté de constater que chaque fois qu'il écrivait, c'était plein de fautes et d'erreurs de syntaxe. Pour cette raison, c'est souvent indigne d'un docteur de l'université. Pour cette raison, ces diplômes sont douteux. Je pense qu'il y a pas mal d'Africains, malheureusement, qui sont détenteurs de diplômes acquis dans des conditions obscures à travers le monde, tout pays confondu d'ailleurs, et qu'il ne faut jamais prendre au sérieux tant qu'on ne les a pas vus à l'acte. Donc, moi, les diplômes, ce n'est pas ce qui me permet de juger de quelqu'un, ce sont ses réalisations, ce sont ses œuvres. Alors, M. Ahipo, M. Bani sont des personnes qui s'expriment, qui prennent des positions publiques. Il m'arrive de temps en temps de réagir à certaines de leurs positions. Bon, alors, je dois dire que je m'efforce, quand je critique un point de vue, de préciser les raisons pour lesquelles je critique. Je ne me défile pas, je n'utilise pas la langue de bois. Pourquoi? Parce que j'estime exercer une responsabilité, c'est participer au nourrissement de la vérité publique. Vous êtes obligé d'utiliser cette langue acerbe, quelquefois insultante. Ça fait 15 minutes que nous sommes ensemble. À quel moment vous ai-je insulté ou ai-je été acerbe? Certainement que vous n'avez aucun intérêt à le faire, voilà pourquoi vous ne le faites pas. Vous voyez, vous êtes tellement poli que vous recevez mes objections avec la hauteur qu'il faut. Dans le débat démocratique africain, c'est mon travail, donc voilà, il y a des gens qui ne sont pas des professionnels. Et effectivement, le slogan est un professionnel de la démocratie. Je pense que Guillaume Soro, c'est en 2002. On ne pourra jamais comprendre la démocratie ivoirienne sans le combat de Guillaume Soro. Ah bon? J'en suis convaincu, je peux le démontrer. Vous souhaitez? Allez-y. Alors, vous prenez la dernière crise post-électorale ivoirienne, 2010-2011. Si Guillaume Soro bascule pour le camp de Laurent Gbagbo, qui prétend avoir gagné cette élection, il est probable que Laurent Gbagbo est l'actuel président de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro était Premier ministre dans le cadre des accords de Ouagadougou, sous le régime de Laurent Gbagbo. Donc il est l'homme bon. La reconnaissance du pouvoir démocratiquement élu par les Ivoiriens a déterminé absolument l'équation politique 2010-2011. Vous remontez en 2001-2002. Si Guillaume Soro ne mène pas la campagne de défense de la dignité des Ivoiriens ostracisés par l'idéologie de l'ivoirité, le pouvoir qui s'était installé sur le charnier de Yopougon conserve la mainmise et la terreur sur tous les Ivoiriens, comme il l'a montré en mars 2004 en exécutant par centaines des militants du PDC et du RDR. Guillaume Soro est celui qui a rétabli l'exigence de respecter tous les Ivoiriens, de n'en exclure aucun, afin qu'émerge une véritable démocratie dans ce pays. Quel Ivoirien était exclu? Et quand vous parlez, vous le dites... vous avez posé cette question? Je vous pose la question. Quel Ivoirien était exclu? Et deuxièmement, dites-moi exactement, cette question du charnier de Yopougon. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs de la vie politique ivoirienne qui disent aussi que cette affaire a été montée dans les officines du RDR. Vous voulez dire que les gens du charnier de Yopougon n'étaient pas morts?
C'était sans doute vivant. Je ne dis rien, Parce que ce serait du négationnisme. Ce n'est pas du négationnisme. Je reprends comme vous, j'utilise mon schéma de réflexion que vous avez utilisé tout à l'heure pour la question des gendarmes. J'utilise le même schéma que certaines personnes utilisent aussi pour dire que le château du Pougon était une histoire montée, certainement. Mais quelles sont les preuves que ça a été monté? Et justement, comme on n'est pas pu apporter les preuves que ça a été monté, que les gendarmes, c'est une histoire montée par les officiers du Front populaire ivoirien. Que l'affaire dite des gendarmes de Bouaké a été montée parce que ceux qui disent qu'ils ont été froidement exécutés alors qu'ils étaient désarmés par l'armée rebelle. Il y a des photos qui existent. Et je n'ai jamais vu ces photos-là. Vous les avez peut-être? Oui, il y a des photos. Je ne les ai jamais vues. Si, il y a des photos. J'ai surtout vu pendant la crise post-électorale des photos empruntées à la scène kenyane et qui ont été présentées comme étant des photos reflétant ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Donc il y a eu beaucoup de manipulations dans cette affaire et nous sommes en 2015. Notre responsabilité, c'est de parler pour réconcilier, c'est de parler pour construire. Moi, je suis bâtisseur. Je ne suis pas démolisseur. Je crois que les seuls combats qu'il faut mener sont ceux qui doivent améliorer la société. Donc, pour moi, le charnier du Pougon a été l'acte fondateur de la prise de pouvoir de la refondation. Et ceux qui ont été tués dans le charnier du Pougon, leurs familles les ont parfaitement reconnus, ils étaient tous ressortissants du Nord. Laurent Gbagbo a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire sous le signe du projet d'exterminer, en tout cas d'exiler ou de dominer, d'écraser une partie de la population ivoirienne. Voilà pourquoi il a réussi la chose incroyable d'avoir été en 1995 allié du RDR dans le cadre du Front républicain et de se retrouver en 2005 avec le RDR et le PDCI alliés contre lui. Laurent Gbagbo s'est tiré une balle au pied en se dressant contre une partie de son peuple. Aujourd'hui, à vous entendre, la rébellion ivoirienne, c'est de tout bénéfice pour la Côte d'Ivoire. Je ne voudrais pas qu'on interprète ce que je dirais ici comme un éloge, en quelque sorte aveugle, à la rébellion. C'est cela d'ailleurs. Je crois que vous êtes beaucoup plus fin que cela. Vous serez capable de vous souvenir que j'ai dit, et je le répète, toutes les rébellions ne se valent pas. La rébellion ivoirienne n'est pas à confondre avec les autres. Elle avait une cause morale. Elle est belle. Elle a atteint. Je ne peux pas dire d'une rébellion qu'elle est belle, car il s'agit de vie d'homme. Elle est juste. Ah oui. Ah bon? J'accepte le deuxième qualificatif. Juste, oui. Mais une rébellion n'est jamais quelque chose de beau. Donc, comme elle est salutaire, toutes les exactions et les crimes commis sont absous. Souvenez-vous de mon argumentation. Toutes les grandes démocraties dans le monde ont été fondées par des actes révolutionnaires. La Côte d'Ivoire, malheureusement, a eu le sien. Guillaume Soro et le MPCI, les forces nouvelles, ont assumé cette fonction révolutionnaire pour fonder la démocratie ivoirienne. Un jour, avec le recul du temps et avec la reconnaissance de la mémoire, on les saluera comme ceux qui ont dit « jamais plus en Côte d'Ivoire ». Certains ne se croiront ivoiriens de souche multiséculaire, alors que la Côte d'Ivoire a à peine 100 ans. Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de la question de l'ivoirité en Côte d'Ivoire. Donc parlons de l'avenir. Non, parlons de l'avenir. Mais vous, en vous entendant très souvent, à vous lire très souvent, vous ne parlez pas d'avenir, vous ne parlez pas de réconciliation. Vous parlez d'un homme, vous saluez sa magnificence, c'est César, c'est le plus beau, c'est le plus grand. Non, je voudrais vous rassurer, Guillaume Soro est un être humain comme vous et moi. Mais à le lire dans vos écrits ou dans vos paroles, il est différent de nous. Il a assumé un rôle vocation et un destin national. Il a assumé un rôle exceptionnel dans les 15 dernières années de l'histoire de Côte d'Ivoire. Même un destin national. Je ne lui voue pas un destin national parce que je suis démocrate. Je constate que c'est un homme d'État. Il l'a montré par son parcours, pas seulement syndical, pas seulement son parcours de chef de la rébellion ivoirienne, mais celui de Premier ministre. Laurent Gbagbo a été l'un des premiers à dire que c'était son meilleur Premier ministre. En tant que président de l'Assemblée nationale, il a révolutionné le Parlement, notamment par la dimension de la diplomatie parlementaire qu'il lui a apportée. Quant à son destin dans l'avenir, il aime à le dire lui-même, je suis un homme de mission, je ne suis pas un homme d'ambition. Si le peuple de Côte d'Ivoire a besoin de Guillaume Soro, comme il en a eu besoin par le passé, je ne doute pas qu'en bon serviteur de la nation, il sera à sa disposition. Mais la Côte d'Ivoire est transformée. 39% de la population actuelle de Côte d'Ivoire a moins de 15 ans. En 2020, en 2025, nous n'aurons pas exactement le même type d'électeurs qu'auront connu les hommes politiques de l'ancienne génération. Par conséquent, je ne fais pas les prophètes. Depuis le départ du parti des prophètes,
dont vous savez qu'ils écoutaient leur sondage politique chez le pasteur Koné Malaki, je fais ce qu'on appelle la prospective politique, l'analyse politique. Et je ne parle pas de destin national de Guillaume Soro, mais je suis convaincu qu'il a parfaitement rempli ce qu'on appelle les conditions minimales de l'homme d'État. Quand vous parlez parlons de réconciliation, mais pourtant ce n'est pas le cas aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui estiment qu'aujourd'hui il y a une injustice qui se déroule en Côte d'Ivoire sur la justice des vainqueurs. Il y a une crise où il y a eu deux camps qui sont opposés. Et aujourd'hui, c'est uniquement les partisans de Laurent Gbagbo qui sont poursuivis par la justice nationale et la justice internationale. Vous pensez qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on peut parler de réconciliation quand ces situations de justice se présentent? Et pour vous aujourd'hui, rapidement, en moins d'une minute, vous pensez que le temps de la justice aujourd'hui en Côte d'Ivoire sera le même que le temps de la réconciliation? La réconciliation se déroule toujours sur le temps long. L'expérience le montre. Parce que la réconciliation suppose que l'émotion des victimes, mais aussi d'une certaine façon la superbe des agresseurs, se soit tassée sous l'effet de la nécessité de vivre ensemble. Par contre, ce qui est nécessaire, c'est la vérité et la justice. La vérité, c'est de dire qu'il y avait une situation dans laquelle, précisément, en Côte d'Ivoire, au nom de l'idéologie de l'ivoirité, une partie de la population de Côte d'Ivoire était stigmatisée par une autre, et notamment par des gouvernements qui ont fourbi. Donc parlons de la crise post-électorale. Il faut toujours aller aux sources. Donc parlons du CNH. La crise post-électorale est l'une des convulsions que la Côte d'Ivoire a connues en raison de l'inoculation longue du poison de l'ivoirité. Pour ce qui concerne la crise post-électorale, et c'est cela le sens de votre question, on ne peut pas mettre sur le même plan ceux qui confisquent le pouvoir d'État, braquent les armes de l'armée nationale contre une partie de la population, et ceux qui résistent contre cette confiscation du pouvoir d'État. Je suis pour ma part, et l'Organisation des Nations Unies qui certifiait les élections vient au secours de ma thèse, absolument convaincu que le président Alassane Ouattara a gagné le deuxième tour de l'élection présidentielle 2010. Celui qui a agressé le peuple de Côte d'Ivoire, c'est le régime du président Laurent Gbagbo en voulant confisquer le pouvoir. Le responsable de la crise post-électorale ivoirienne, c'est le régime de M. Aujourd'hui, vous êtes en train de parler comme la justice ivoirienne, c'est-à-dire on condamne tous ceux qui sont morts, les 3 000 morts qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, c'est tout simplement parce que Laurent Gbagbo a refusé, comme vous le dites, de reconnaître ça dans une situation. Pourtant, dans une situation de résistance. Je viens pourtant à ces pays, Laurent Gbagbo est poursuivi sur 4 éléments. Dans ces 4 éléments, c'est 250 crimes et meurtres qui sont évoqués. 3 000 morts. Celui qui a provoqué 3 000 morts. La déflagration ivoirienne, c'est celui qui 750. Celui qui a provoqué la déflagration ivoirienne, c'est celui qui a provoqué la crise post-électorale. Et celui qui a provoqué la crise post-électorale ivoirienne, c'est de tous les morts. La responsabilité politique, c'est cela. Écoutez, De Gaulle pour libérer la France, De Gaulle pour libérer la France a dû abattre des nazis. Vous le savez. Je ne sais pas. Mais il n'est pas responsable de la Deuxième Guerre mondiale. Non, je ne sais pas. Aucun tribunal international l'a jugé pour cela. Donc, le régime légitimement élu par les Ivoiriens devait absolument prendre le pouvoir pour exprimer la volonté de la souveraineté populaire. Celui qui a résisté à l'expression de la souveraineté populaire, c'est lui l'agresseur. Et c'est lui le coupable. Donc pour vous, c'est lui l'agresseur, c'est lui le coupable. Dans le droit international, on peut pas procéder les tueries qui ont été commises par les autres, il en assume la responsabilité civile et pénale. Je ne préjuge pas des décisions de la justice ivoirienne qui, comme vous le savez, demande d'observer. Je constate pour le moment que lorsqu'on analyse les causes de la crise post-électorale ivoirienne, la responsabilité du pouvoir FPI, du président Laurent Gbagbo, est totalement engagée et que la réaction qui a rétabli la souveraineté populaire ne peut pas être criminalisée comme l'agression organisée par le régime du FPI. Dans aucune tribune internationale, dans aucun tribunal international, on mettra sur le même plan les agresseurs et les résistants. Donc pour vous aujourd'hui, pour quelque part parler d'élection, pour la dernière question, vous qui parlez de réconciliation, est-ce qu'il serait, pour vous, il serait juste et bon que la justice regarde nationale et internationale, regarde dans le camp du président Ouattara? Non, il serait juste et bon que la justice poursuive son travail dans le temps de l'investigation, dans la minutie des choses, pour que jamais il n'y ait d'amalgame entre les coupables et les victimes. J'insiste aussi sur le fait... Cette justice a été rapide quand il s'agissait de... Le régime du président Ouattara a posé un acte magistral en entrant au palais présidentiel, c'était de garder sauve la vie du président Laurent Gbagbo, qui n'a pas fait le même cadeau
quand il prenait le pouvoir, ou quand il voulait le conserver, au général Gueye et à toute sa famille. Donc, attention, le régime du président Ouattara, c'est le régime de Laurent Gbagbo qui a assassiné le général Gueye. Moi, j'en suis intellectuellement convaincu. Ah, ok. Il y a beaucoup de gens qui ont été intellectuellement convaincus quand il s'agit de Laurent Gbagbo. Et pour le reste, vous confiez à la justice. Écoutez. Donc, je dis que le régime du président Ouattara, on lui en saura toujours gré, a réconcilié la Côte d'Ivoire avec le respect de la vie au sommet de l'État. Je suis tout à fait heureux de constater que ce régime a préservé la vie du président Gbagbo, a préservé la vie de son épouse, de telle façon qu'en Côte d'Ivoire s'instaure une civilisation de la dignité au sommet de l'État. Elle n'est pas facile à installer. La justice doit suivre son long cours, n'en préjugeons pas. Merci, professeur Franklin Yamsi. Merci, chers téléspectateurs d'Iventus TV. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette émission que nous avons eu du plaisir à présenter. Je vous remercie.